Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour la conférence Clairefontaine et Norsk. On est ravis de vous accueillir ici. Alors, je vois des nouvelles têtes, des personnes que nous ne connaissons pas encore. Donc, on va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Julia Mariton. Je suis en charge des startups qui sont incubées à Quai Alpha. Quai Alpha, c'est un organisme public qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, qui organise des événements comme ce soir pour faire se rencontrer des chefs d'entreprise, des salariés, des gens qui sont intéressés par le monde de l'entrepreneuriat en fait. Et c'est également donc un incubateur de start-up, c'est-à-dire des projets qui travaillent sur des projets innovants. Donc ce soir, on a choisi un thème qui nous paraissait important dans les Vosges parce qu'on a une industrie papetière qui est très présente. C'est une industrie historique dans les Vosges et c'est une industrie qui a dû se renouveler vraiment depuis quasiment centaines d'années du coup maintenant. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-Marie Nuss, qui est la 5e génération de la famille Nuss à être à la tête de Clairefontaine. Il a passé le flambeau à son fils et à son neveu en 2009, mais il est resté à la tête de l'entreprise de 1971 à 2009. Donc il va nous expliquer un petit peu son parcours, l'histoire de cette entreprise et puis surtout comment elle est entrée dans le 21e siècle et comment elle est rentrée dans l'ère du numérique avec les choix que ça impose. Et on a aussi également avec nous Martine Bortolotti, bonsoir, qui est responsable projet stratégique et RSE chez Norske Skog, donc première industrie européenne dans la fabrication de papier journal. Donc je vais laisser chacun d'entre eux se présenter et on va commencer par vous, madame, parce qu'on est quand même on est au 21e siècle, mais on est quand même poli. Donc vous nous expliquez rapidement votre parcours et votre mission peut-être pour Norsk. Pardon, dans le petit micro si ça veut bien fonctionner. Et bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, Martine Bortolotti, j'ai intégré une formation papetière initialement, une formation technique à l'école des ingénieurs papetiers de Grenoble. J'ai intégré la papeterie de Golbey il y a un certain temps maintenant, une grosse vingtaine d'années, avec un parcours, je dirais, globalement dans les services support, qualité, environnement par exemple, mais aussi projet de diversification. Dans le domaine de la chimie verte par exemple, et plus récemment dans le domaine, on en reparlera assez largement, de conversion du site. Et j'ai également, comme Julia l'a indiqué juste avant, une casquette de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui touche au traitement des thématiques de développement durable pour le site. Oui, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je suis entré au papeterie Clairefontaine, comme vous le disiez, mais ça fait un bon moment, puisque c'était en 1964, et j'en ai été président de 1971 à 2009. J'y suis toujours, mais j'y reste plutôt en tant que directeur général délégué du groupe Exaconta Clairefontaine. Et préalablement, j'avais fait des études d'ingénieur aux arts et métiers. Donc c'est une entreprise familiale. C'est vrai que c'est une certaine facilité quand on travaille avec sa famille, mais en même temps il y a des contraintes, il faut s'y adapter et il faut se renouveler. C'est ce dont nous allons parler, je crois, ce soir. Alors concernant Clairefontaine, donc on a eu l'occasion d'échanger déjà il y a quelques semaines maintenant. On ne va pas refaire toute l'histoire de Clairefontaine ce soir, mais dans un résumé, moi j'aimerais bien que vous reveniez sur notamment les actions menées par votre papa, Charles Nuss, qui effectivement avait compris comment on pouvait s'adapter, parce qu'il a mis en place quand même des choses importantes pour Clairefontaine. Il faut comprendre qu'à l'époque, M. Nuss va nous le raconter, mais par exemple, tous les comptables allaient voir des imprimeurs pour leur demander de leur imprimer des tableaux comptables. Et donc en fait, le papa de M. Nuss a eu l'idée de standardiser cette production, par exemple. Il a commencé aussi à faire rayonner la marque Clairefontaine. Si vous voulez bien nous réexpliquer un petit peu. Oui, exactement. Il était lui-même donc l'arrière-petit-fils du fondateur, mais il ne travaillait pas au départ pour les papeteries de Clairefontaine, et il avait fondé à Paris une société qui existe toujours, qui s'appelle Exaconta, et pour lequel il s'est dit on va standardiser les registres comptables. Il n'y avait pas d'ordinateur à ce moment-là pour faire les comptabilités, et chacun tenait son registre, et on allait voir un imprimeur et on disait voilà, j'ai tel tracé, vous allez faire les choses comme ça. Non, lui il a dit je fais une marque qui s'appelle Exaconta, j'essaye de trouver des tracés qui soient communs à beaucoup de comptables, et c'est cette philosophie qu'il a appliquée ensuite quand il a repris
en 1950 parce que Clairefontaine avait été très bombardée en novembre 1944 et vraiment se portait très mal. Il a repris Clairefontaine et dès le départ, puisqu'on fabriquait du papier, on fabriquait des enveloppes, on fabriquait des cahiers, il a dit ils ont fait fabriquer des cahiers, mais c'était des cahiers à la demande. Il a dit ben non, je vais faire véritablement une marque de cahiers qu'il a appelé Clairefontaine parce qu'il y avait un très beau nom qu'il faut absolument l'exploiter, de très bonne qualité et que je ferai connaître et qui à ce moment-là sera un peu le fanion de l'entreprise qu'il est, ce qu'il est encore aujourd'hui. Alors, Clairefontaine est une entreprise, quand on en a parlé, vous m'avez dit, nous, on n'a pas tant de brevets que ça, parce qu'en fait, on mise sur autre chose, on mise sur la qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette marque et comment elle a protégé en fait aussi votre industrie? Pourquoi il n'y a pas de brevets? Il y en a quelques-uns, mais il y en a relativement peu. Parce que dans le fond, quand on fabrique du papier au départ, et ça l'est toujours aujourd'hui, on va y revenir, des papiers donc, pour l'impression, hein, puis après des enveloppes. Et eh bien, ces papiers, ils doivent s'adapter au type d'impression qui sont proposés. Quand aujourd'hui, on y viendra, on va vers les impressions digitales, ce n'est pas le fabricant de papier qui invente finalement la machine numérique, Indigo ou autre, qui va faire un certain type d'impression. Donc il faut s'adapter donc, en permanence avec les matières premières dont on dispose, avec la technologie qui est quand même très stable, parce qu'une machine à papier, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on ne peut pas faire un jour du papier journal, le lendemain du carton, le troisième jour de l'ouate du papier ouate. Hein. On est dans certains types de papier, et on adapte ces types de papier pour, au fur et à mesure, qu'ils soient les plus performants en fonction des matériels qui existent, et bien entendu des besoins de la clientèle. Donc c'est comme le bon vin, en fait, on peut protéger aussi... Il y a un peu de ça, oui, effectivement, c'est une adaptation. C'est pour ça que d'ailleurs ça ne tombe pas toujours dans les critères des impôts recherche, parce que les critères des impôts recherche, ils aiment bien qu'on fasse quelque chose d'un peu séparé de la production et puis qu'on l'adapte après, alors que nous, c'est de l'adaptation permanente. Madame Bortolotti, vous allez pouvoir nous expliquer aussi, parce que Norsk a eu sur le site de Golbet une vision un peu différente. On va rappeler juste le cadre du marché. C'est-à-dire qu'on a une industrie papetière qui se porte pas bien sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on a des fronts qui sont en plein essor, comme la production de carton, parce qu'en fait l'emballage est de moins en moins en plastique, mais de plus en plus en carton, tout simplement. Et on a une baisse, par contre, de ce qu'on appelle le papier graphique, qui est le papier pour le bureau, ce genre de feuilles, etc. Et donc ça, c'est en baisse. Et du coup, vous avez au départ 2 lignes de production qui sont dédiées à la fabrication de papier journal, magazine, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez décidé de faire sur le site de Golbet? Alors sur le site de Golbet, déjà pour préciser, on est spécialisé dans le domaine du journal, actuellement uniquement sur le domaine de production. Au niveau du groupe Norsk Skog, plus largement, il y a 2 spécialités. Dans le domaine du papier, impression, ce qu'on appelle impression-écriture, c'est-à-dire magazine d'un côté et journal de l'autre. Pour le site de Golbet, on est 100% en journal. Et effectivement, face à l'évolution du marché du papier journal, qui baisse de 7 à 8% par an depuis de nombreuses années, qui a encore pris, on va dire, un gros coup vers le bas avec l'épisode Covid, le groupe a réfléchi, même depuis un certain temps maintenant, à assurer la pérennité du site, à regarder un petit peu son portefeuille de machines dans le groupe et à regarder les possibilités de conversion. C'était assez classique dans le domaine du papier journal, soit malheureusement des sites ont fermé, soit des sites où des machines à papier se sont reconverties et classiquement dans le domaine de l'emballage. Au sein du groupe, qui comporte aujourd'hui 5 sites différents dans le monde, dans celui de Golbet. 2 sites ont été éligibles à une conversion, donc le nôtre, avec une de nos 2 lignes de production, effectivement, la machine à papier, la numéro 1, la plus ancienne, qui va se convertir dès l'année prochaine à la fabrication de papier pour carton. Et mon confrère en Autriche, site autrichien du groupe Norsk Skog, qui va aussi convertir sa machine à papier vers le domaine de l'emballage. Et comment on mène un projet, parce que donc, le montant de ce projet c'est 250 millions d'euros, comment on transforme comme ça un site industriel aussi grand sur une somme gigantesque comme ça? On a du mal à se rendre compte de comment au quotidien vous allez mener la conduite du changement sur un projet titanesque. Alors quand on dit au quotidien, effectivement c'est un projet très vaste qui s'étale sur plusieurs années, entre le moment où la décision a été prise. Alors, elle a été annoncée par le groupe officiellement en juin 2020. Donc ça fait pas tout à fait 2 ans qu'on s'en approche. On va démarrer les installations dans 1 an encore, dans une bonne année, 1 an et demi. Et
il y avait déjà eu, avant 2020, une préétude. Donc, on va dire entre le moment où on commence à étudier et le moment où on commence à produire, il se passe à peu près 4 ans. C'est effectivement un projet de grande envergure, un projet de longue haleine, avec différentes étapes à franchir, une pré-étude de faisabilité assez classique, une étude de faisabilité, une étude principale qui confirme les hypothèses, ensuite faire accepter le projet d'un point de vue des parties prenantes autour de nous, les associations environnementales, nos collaborateurs, les autorités, les permissions, les autorisations environnementales à avoir avec toute leur procédure ICPE, installation classée pour l'environnement, d'un point de vue administratif qu'il faut mener pour arriver à avoir les autorisations nécessaires. Et donc on a passé ces étapes-là jusque l'année dernière, donc on a obtenu notre arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en novembre l'année dernière. Et aujourd'hui on est ce qu'on appelle en phase d'exécution, on est en train, avec les bureaux d'ingénierie et les partenaires, les fournisseurs, de passer commande des différents lots de fourniture des équipements pour arriver à convertir et installer nos équipements jusqu'à démarrer en septembre, on l'espère, l'année prochaine. C'est difficile de convertir, j'imagine, en plus des lignes de production entières parce que, comme le disait M. Nuss tout à l'heure, on ne peut pas fabriquer sur les mêmes machines du papier journal et du papier carton. Donc ce que vous faites en ce moment, c'est que vous êtes en train de reconvertir une machine. On est d'accord que vous ne la remplacez pas entièrement, vous êtes en train de la réadapter pour qu'elle puisse fabriquer du carton. Oui, on peut le résumer comme cela, effectivement, c'est un peu rapide, mais on en enlève des morceaux. Alors la structure est là, mais on enlève quand même une grande partie, un certain nombre de morceaux, de parties, on va dire, d'équipements qui sont remplacés ou complétés par d'autres, de manière à pouvoir passer de ce papier journal vers du papier pour carton. Donc on change quand même fondamentalement la production évidemment de produits finis, mais aussi les matières premières. Aujourd'hui, on fabrique du papier journal à partir de recyclage de journaux, magazines et de bois, 2 tiers, 1 tiers à peu près, recyclage 2 tiers, 1 tiers de bois. Et demain, on fabriquera à partir de 100% papier carton, de vieux carton recyclé sur cette machine-là. Donc ça change, comme ce sont des matières premières fondamentalement différentes, le produit fini est fondamentalement différent. Donc l'équipement qui le produit est différent, de même que les équipements pour produire en amont la pâte à papier doivent être adaptés aussi. Plus la station de traitement des effluents, plus les apports d'énergie, une chaudière complémentaire, un complément des 250 millions d'euros, il y en a encore 150 autres à côté pour avoir une nouvelle chaudière pour apporter la vapeur nécessaire. Donc effectivement, c'est une grande aventure. Je résume, mais j'essaye. Prenez votre temps, on a 1 heure, on est bien. Monsieur Nuss, vous, pour Clairefontaine, c'est passé par vous, mais aussi par vos successeurs. Il y a eu une vraie diversification des activités de Clairefontaine. Aujourd'hui, votre groupe, c'est 50 sociétés. Vous avez notamment racheté d'autres types de sociétés. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez racheté, par exemple? Alors, la diversification, enfin, ce n'est pas un but en soi. Et peut-être faudrait-il revenir quand même sur le pourquoi, si vous voulez, par rapport à la consommation. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour le papier journal que pour les papiers d'impression-écriture type ramette, enveloppe, cahier et autres. Pourquoi il y a aujourd'hui un problème? Il faudrait peut-être rappeler que depuis la fin du Moyen-Âge, au moment où il y a eu à la fois l'invention du papier qui nous a été apporté par les Arabes vers le XIIe, XIIIe siècle, puis l'invention de Gutenberg en ce qui concerne l'impression, le papier a été vraiment le moyen principal et presque unique de conservation et de transmission des données. C'est-à-dire que pour écrire, pour stocker, et ça a été une expansion absolument formidable qui s'est accélérée au XIXe siècle avec l'arrivée d'une part des machines à papier en continu, au début du XIXe, et puis l'utilisation, alors qu'avant on utilisait de la pâte de chiffon, de l'utilisation de la pâte de bois. Alors, autant la pâte de chiffon, il y en avait une quantité limitée, mais de la pâte de bois, il y en avait beaucoup. Ce qui fait une explosion de la consommation de papier. Je parle toujours des papiers pris globalement d'impression, ce qu'on appelle les papiers graphiques d'impression et d'écriture, y compris le journal. Et puis arrive l'informatique. Arrive l'informatique qui vient percuter ce monopole, finalement, parce que c'est un certain monopole, pas exclusif, mais enfin en gros, on se comprend, certain monopole. Et dans un premier temps, en ce qui concerne en tout cas les papiers d'impression-écriture, ça a eu plutôt un effet de dynamique. Pourquoi? Eh bien,
Prenez un exemple, les ramettes de photocopie, hein, les ramettes de photocopie, il faut bien du numérique pour faire tourner les copieurs, pour faire tourner les imprimantes, hein, puisque ce sont des impressions laser, ce n'est pas des impressions typographiques. Eh bien, c'est bien. Et on a eu une croissance des consommations de papier d'impression-écriture à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, qui certaines années étaient des croissances à 2 points, c'est-à-dire qu'on approchait les 10%. Donc on avait, pendant cette période-là, c'est pour répondre à votre question, mais pendant cette période-là, on n'a pas vraiment ressenti le besoin de se diversifier. Et puis, chacun d'entre nous, hein, avec nos smartphones, machin, etc., et toutes les transmissions que l'on peut faire, et on parlait tout à l'heure des registres comptables, bien entendu, plus personne n'utilise aujourd'hui de registre comptable, ou presque pratiquement plus, hein, puisque tout ça se fait sur ordinateur. Eh bien, les papiers d'impression-écriture, à contrario des papiers de packaging, d'emballage, se sont trouvés complètement concurrencés. Et donc, avec notamment, on peut dire depuis, mais c'est assez récent, puisque c'est seulement depuis 2004-2005 qu'on a une véritable décroissance. Par exemple, dans les papiers d'impression-écriture type Ramet, depuis 2008, c'est une décroissance de 3% par an. Mais 3% par an, c'est énorme. Si on prend l'enveloppe, les papiers enveloppes, la décroissance, elle est de 5 à 6% par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Poste, par exemple, n'envoie plus que la moitié du courrier qu'elle envoyait en l'an 2000. Donc il y a vraiment... Donc là, c'est extrêmement grave, parce que quand vous avez des machines à papier qui ne font que de la production, et comme je le disais tout à l'heure, et comme vous le disiez, madame, 24 heures sur 24, et qui ne font que ça, on ne peut pas, il faut bien trouver des moyens. Donc à ce moment-là, on cherche un peu tout. Alors on peut faire soit de la diversification à l'intérieur de son propre métier, c'est ce que nous avons fait par exemple en 2000 sur les machines à papier de Clairefontaine, qui faisaient à peu près 120 000 tonnes, 120 000 tonnes. On faisait essentiellement des papiers pour l'écriture, écriture et enveloppe, et des papiers pour les ramettes. Eh bien on a recréé, nous, tout un secteur de papier graphique qui justement utilise tous les nouveaux systèmes d'impression laser, impression indigo et autres, c'est-à-dire ces impressions numériques, et qui sont très porteurs de nouvelles impressions, puisque vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez éditer des livres, par exemple à l'unité, hein, parce que vous allez chez Amazon ou chez un autre, vous allez vous voulez éditer 15 livres, vous éditez 15 livres. Or ça, on ne le peut qu'avec les nouveaux procédés numériques, on ne pouvait évidemment pas le faire avec des impressions offset. Donc nous avons accompagné déjà énormément tous ces nouveaux types d'impression numérique pour remplir les machines à papier de Clairefontaine. Il y avait un enjeu aussi, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, de maintenir le site de Clairefontaine et de retrouver un souffle, comme vous disiez, en interne. Comment vous avez fait cette partie-là? Alors, c'est justement ça. Mais parfois, ça ne suffit pas au niveau d'un groupe, et on est amené à faire d'autres diversifications, parce que nos métiers, ce n'est pas uniquement de produire du papier, c'est aussi de fabriquer des cahiers, fabriquer des enveloppes, fabriquer des registres, fabriquer des agendas, fabriquer des blocs comme les blocs Rhodia et autres. Et donc, il faut, là aussi, tous ces produits-là sont concurrencés finalement pas par le numérique. Et donc, nous sommes allés accompagner le numérique, par exemple, en nous portant sur le développement de photos numériques avec des marques comme PhotoWeb ou LalaLab, que vous connaissez peut-être quand vous partez en vacances ou après les mariages, puisque maintenant on va se marier à nouveau. On avait arrêté pendant 2 ans, mais maintenant je crois que ça recommence. Et on fait des albums, et bien ces albums c'est fait numérique, et ça, nous sommes le numéro 2 français de ce développement de photos numériques. Également, puisque on est bien conscient de la concurrence qu'il y a sur les papiers d'impression-écriture, on s'est porté aussi sur l'emballage. Par exemple, avec le numéro 2 européen des papiers cadeaux, il y a une société qui s'appelle Eurowrap, qui est à la fois sur le Danemark et sur la Grande-Bretagne. Et puis nous fabriquons des papiers pour packaging de luxe et autres, un peu sur le site de Clairefontaine, mais également sur celui de certaines de nos filiales, comme Mandeur, qui n'est pas loin d'ici, à Montbéliard. Donc les diversifications, elles sont multiples, mais il s'agit de toujours bien remplir les sites dont nous avons la charge et de maintenir les emplois. Enfin, c'est un problème de confiance. Si on ne maintient pas l'emploi, à ce moment-là, on perdra les compétences, et ce n'est pas uniquement un problème moral, c'est un problème aussi de pérennité de nos entreprises. On donnait l'exemple d'Amazon, vous en avez parlé brièvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous produisez exactement pour eux? Amazon, c'est pas compliqué. Amazon, on ne fait rien de spécial.
Amazon d'abord est un distributeur et qui distribue aussi bien nos cahiers, nos agendas, nos registres, ça c'est au niveau du groupe. Donc ça c'est je dis Amazon, mais ça pourrait être d'autres, évidemment c'est le plus gros. Mais également nous fabriquons du papier, puisque c'est un éditeur de livres, nous fabriquons du papier qui est généralement aussi du papier assez bouffant. Hein, et c'est vrai que, comme je le disais tout de suite, si vous vous adressez à Amazon pour faire des éditions, eh bien, ils vont vous demander combien de livres vous voulez éditer, par quel circuit vous voulez le vendre, etc. Mais ils vous l'imprimeront en quantité. Ce sont des très très gros marchés, et là, il se trouve que nous avons remporté une bonne part du marché européen des bouquins Amazon. Mais il n'y a pas que ceux-là, je ne voudrais pas faire non plus la publicité d'Amazon, parce que sinon, je vais me faire attraper par tous les détaillants et fournituristes qui ne sont pas Amazon. Et les écologistes aussi. Oui, mais vous savez, il y a tout l'entour. Vous avez raison, vous avez raison. Madame Bortolotti, par rapport à cette conduite du changement dont on parlait tout à l'heure, ça a un impact aussi, parce que là on parle justement de partenaires, voilà, on est toujours sur des filières qui ont plusieurs acteurs, et par exemple, tout à l'heure vous parliez du bois. Et je pense à ça, donc par exemple, quelles ont été les discussions avec les gens qui vous approvisionnaient en bois, par exemple, pour fabriquer du papier journal? Oui, effectivement, ces acteurs-là, au niveau de la filière bois, je le disais tout à l'heure, on va passer en 100% recyclé à l'horizon de l'année prochaine, à la fois pour la nouvelle fabrication de papier pour carton, qui se fera à partir de 100% recyclé de carton, mais aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, pour l'autre machine, donc la machine numéro 2, qui, elle, restera dans le domaine du journal, à la différence près qu'aujourd'hui, on est donc 2 tiers recyclé, 1 tiers bois, demain, on sera à 100% recyclé aussi sur cette machine. Donc l'ensemble du site va passer 100% recyclé, en journal, magazine, en matière première et donc en carton. Donc, ce qui fera de nous un acteur très important sur le sol français en matière de recyclage. Mais à contrario, en contrepartie, on a dû prendre cette décision un peu difficile au démarrage du projet. On a pris le choix d'arrêter cette collaboration avec la filière bois qu'on avait historiquement depuis le démarrage du site, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années maintenant. Alors ça n'a pas été une décision facile hein, qui s'est prise pour 2 raisons principales. La première, c'est le fait qu'en fait, c'est un peu une tendance de fond, hein, le recyclage, le 100% économie circulaire. Alors, on sait très bien, évidemment, on ne s'oppose pas à ce principe de base, mais bon, juste petit message, non, la papeterie ne détruit pas forcément les forêts, et c'était une crainte que, petite anecdote aussi, au départ de l'implantation du site, il y avait une grosse crainte des riverains et des associations environnementales que le site détruise les forêts vosgiennes et pollue les rivières, enfin la Moselle en l'occurrence, jusque Nancy. 30 ans après, quand on a dit bon, on va arrêter notre collaboration avec la filière bois puisqu'on va être à 100% recyclé, il y a eu effectivement, pour répondre à votre question, une inquiétude, et on avait anticipé cette inquiétude, mais que va devenir le bois, les volumes de bois, donc je rappelle, hein, coproduit de scierie pour les 3/4, et produits rondins d'éclaircie, des rondins de petit diamètre qui servent à éclaircir les forêts qu'on valorise. Que vont devenir ces volumes-là? Que vont devenir les filières, notamment les scieries, pour lesquelles c'est un point important dans leur chiffre d'affaires, la vente de ces coproduits de scieries, de plaquettes. Donc on a discuté avec eux déjà. C'était pas une annonce d'arrêt du jour au lendemain. Hein. Entre le moment où on l'a annoncé en 2020 et le moment où on arrêtera effectivement sera 2023. Donc ce sera passé 3 ans. On a eu le temps, ils auront eu le temps avec nous en partenariat d'élaborer des solutions. Et on a effectivement annoncé qu'on serait partie prenante, facilitateur pour trouver toute solution et pour accompagner toute transition vers d'autres débouchés pour ces volumes-là, qui vont trouver entrepreneurs chez notre voisin Pavatex, hein, qui accroît ses activités. Donc Pavatex, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le fabricant de panneaux isolants en base de fil de bois, qui s'est installé en 2013 à nos côtés. On fournit en bois, et on va continuer à fournir en bois, aussi pour ces extensions. Il va y avoir également, de l'autre côté du site, sur ce qu'on appelle l'éco-parc, hein, à proximité immédiate de notre site, d'autres activités avec lesquelles on va être aussi en synergie, en mutualisation, notamment une série, je pense que ça a été annoncé dans la presse, donc je ne trahis pas de secret, également d'autres activités, toujours en lien plus ou moins proche avec le bois, avec la fibre, hein, qui est quand même une spécialité locale. Et on est partie prenante, on reste, dans tous les cas, acteur de cette démarche-là, et en particulier par rapport à l'aspect approvisionnement du bois.
la machine, enfin les 2 machines que vous aviez étaient destinées donc à la fabrication de papier journal, il n'en aura plus qu'une du coup. Comment vous faites aussi par rapport aux salariés qui sont sur votre site et qui sont formés plutôt sur de la fabrication de papier journal? Combien vont devoir être reconvertis? Comment ça se passe quand on doit aussi mener ce changement-là qui est très humain? Oui, alors effectivement, il y a, je l'évoquais tout à l'heure, le volet acceptabilité du projet en externe, par les riverains, par les associations environnementales, mais il vient aussi l'acceptabilité en interne de ce projet-là, notamment vis-à-vis des salariés qui vont être assez directement concernés. Alors, ça tombe sous le sens pour ceux qui sont impliqués dans la fabrication de la pâte de bois, et aussi pour ceux qui sont impliqués sur la fabrication, sur la machine qui est concernée par la conversion. Donc, déjà en termes de nombre d'emplois, ce projet va amener une création d'emplois, une création nette à peu près d'une vingtaine d'emplois directs sur le site et un certain nombre d'emplois indirects à l'extérieur du site. Et ce qu'on a garanti à l'ensemble de nos salariés, c'est qu'il y aura une place pour tout le monde. Genre, il n'y a pas de destruction d'emplois, il y a de la création d'emplois. Donc après, c'est vrai qu'il y a de l'adaptation à avoir. Il y a des changements de métier ou des évolutions de métier, c'est pas complètement différent, hein, mais il y a en tous les cas des formations à avoir pour les nouveaux équipements ou les nouveaux ateliers dans lesquels les collaborateurs seraient amenés à intervenir. Donc on a anticipé ce changement-là en mettant en place un accompagnement, alors piloté par notre service bien sûr RH, et avec un cabinet aussi RH extérieur qui a pris le temps de faire des interviews auprès de tous les collaborateurs volontaires, hein, sur la base du volontariat, une sorte de bilan de carrière pour un petit peu que les collaborateurs s'expriment sur leur souhait d'évolution, leur poste actuel, comment ils se sentaient, ce qu'ils souhaitaient éventuellement en termes d'évolution, pour mettre ça en fait après du coup en regard des possibilités d'évolution avec les nouveaux métiers, nouvelle organisation au sein du site. Et du coup maintenant on essaie de bâtir toute cette nouvelle organisation en essayant de tenir compte de tous et ça sera dans une large mesure vrai des souhaits des collaborateurs par rapport à leur... Ça a aussi des opportunités d'évolution. C'est du changement, donc c'est pas toujours confortable, il faut le reconnaître, mais c'est aussi, et on veut le souligner, des possibilités d'évolution pour certains qui ont été déjà dans une fonction depuis un certain nombre d'années et qui pourraient voir là, c'est le cas, des opportunités d'évolution. Vous, Monsieur Nuss, vous avez aussi ces sujets de recrutement à Clairefontaine. C'est même la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était surtout autour de ça. Comment vous faites justement encore aujourd'hui pour arriver... Est-ce que vous arrivez à recruter encore facilement On rappelle qu'il y a de ce côté-là 550 salariés et chez vous, sur le site de Golbet, 350 salariés. C'est quoi les enjeux pour vous, Monsieur Nuss, sur... Je sais que vous faites encore passer des entretiens, si je ne dis pas de bêtises, de temps en temps, vous faites encore passer quelques entretiens d'embauche. Oui, dire qu'il n'y a pas de difficulté, d'abord il y en a plus, bon, chacun le sait, il y a des tensions, globalement il y a des tensions maintenant depuis 1 an ou 2 sur l'emploi qui sont plus fortes que ça n'était précédemment, et tant mieux puisque ça correspond aussi à une diminution du chômage sur l'ensemble du pays, donc même on peut dire sur l'Europe de l'Ouest, hein, parce que c'est pas spécifique à la France, donc ça tant mieux, mais la tendance lourde, la tendance de fond, c'est la montée en qualification des emplois. Et de plus en plus, ce sont quand même soit pour la partie articles de papeterie, ce sont ce qu'on appelle des conducteurs de ligne, c'est-à-dire des gens qui sont quand même capables de prendre des décisions sur la conduite de machines qui valent plusieurs millions d'euros d'investissement chacune, ou alors le long des machines à papier, eh bien, les technologies multiples de la production du papier, puisque c'est aussi bien de la chimie, de l'hydraulique, tout ce qu'on veut, etc., l'électricité, l'électrotechnique, beaucoup de boucles de régulation, et donc ce sont des gens qui sont véritablement un petit peu comme dans les postes de conduite de machine à papier, c'est un peu comme des postes de base de fusée, hein. Il y a vraiment énormément de paramètres à surveiller, et donc ce sont ces types d'emplois qui sont de plus en plus demandés, et pour lesquels nous sommes en concurrence les uns avec les autres, et c'est normal, et je dirais presque tant mieux, parce que c'est ce qui permettra aussi de tirer le territoire d'Épinal ou celui de Saint-Dié vers le haut, c'est-à-dire de faire monter des qualifications, et pas uniquement comme c'était il y a une quarantaine d'années, où on employait quand même pas mal de manœuvres, sans que ça soit péjoratif, mais de fait qu'ils ne demandaient pas beaucoup de formation.
Vous me disiez aussi, dans l'usine de Clairefontaine, pour ceux qui ont eu la chance de la visiter, par exemple, on a un grand aspect logistique qui est géré avec beaucoup d'automatisation. Comment ça s'était fait? C'est un très bon exemple. Voilà un exemple où il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, bon, je ne dis pas que ça se faisait à la main, mais enfin ça se faisait avec des chariots élévateurs. Tu prends telle palette, tu la transportes à tel endroit. Bon, c'était... Hein. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bien entendu, ce sont des AGV. Hein, c'est ce que vous voyez dans toutes les grandes bases automatisées dont on parle. Et ça permet évidemment, quand même, de gérer des milliers et des milliers de références et de faire pratiquement dans les livraisons du J+1 sur... pas la totalité de l'Europe, mais une bonne partie de l'Europe quand même. Et donc ce côté de demande très rapide, oui, on a besoin de ces technologies, et on a besoin donc de personnes pour surveiller, pas surveiller au sens, pour gérer ces engins, ces automates. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus, ouais, c'est un bon exemple, et c'est pratiquement vrai pour nous, je crois que c'est vrai dans beaucoup d'usines, dans toutes les parties de l'usine. Vous avez parlé tout à l'heure, on est parti un petit peu du recrutement, mais c'est vrai que là on parle beaucoup de la technique, c'est une industrie assez lourde en fait. Mais il y a un autre volet, c'est que quand on attaque un autre marché, comme ce que vous êtes en train de faire quand on passe du papier journal au papier carton, ça veut dire aussi être capable quelque part d'aller prendre des parts de marché, de se faire connaître, d'être reconnu là-dessus. Comment vous allez mettre en place votre stratégie par rapport à cet aspect-là qui est un aspect plutôt commercial finalement? Oui, effectivement, c'est un aspect complètement commercial ou marketing, si on préfère. C'est effectivement un autre volet, un autre enjeu du dossier. On va arriver sur un marché avec des volumes assez conséquents, de 550 000 tonnes dans le domaine du carton. Donc il faut préparer ce terrain-là aussi. Il se trouve que, alors c'est pas par hasard, bien sûr, qu'on se convertit vers ce marché-là, il y a de la demande, on est attendu, donc c'est une chance, et ça va nous changer un petit peu du journal de ce point de vue-là. Encore une fois, c'est le but de l'opération, bien sûr. Mais il faut malgré tout préparer ce terrain, se faire connaître des futurs clients, raconter un petit peu l'histoire de notre conversion, les maintenir un petit peu en haleine jusqu'à fin d'année prochaine, et on croise les doigts, on espère que ça se passera comme cela en termes de planning, pour qu'on ait les premiers volumes de papier qui seront envoyés chez les clients pour des tests. Donc il y a déjà une marque qui a été créée pour ce produit-là, Strato, la marque Strato, et qui est portée donc auprès des futurs clients avec des visites aussi, des pré-négociations, si on veut bien, en tous les cas pré-contacts qui sont établis. Donc on a dû bâtir une équipe pour assurer ce volet-là depuis un certain temps déjà, mais c'est en cours. Vous avez des enjeux de délai aussi, j'imagine. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui si vous êtes en retard d'un mois, 2 mois, 3 mois? Ça se passe comment concrètement? Il ne faut pas qu'on soit en retard. C'est un enjeu fort. Je le disais tout à l'heure, c'est un projet de longue haleine qui dure plusieurs années. On est attendu sur le marché, je viens de le préciser aussi. Et il faut qu'on puisse qualifier nos produits en fin d'année de manière à ce qu'ils puissent, donc fin d'année 2023, pour qu'ils puissent être sur les marchés d'un point de vue commercial, parce que les négociations se passent aussi dans un certain timing en 2024. Donc il ne faut absolument pas qu'on prenne de retard. Donc là, en termes de semaines et de mois, on suit ça de très très près. Alors c'est évidemment pour la réalisation, la mise en œuvre technique, de commandes, ensuite de montage des équipements, mais c'est vrai aussi, ça a été vrai l'année dernière, pour tout le processus administratif qui normalement se passe en un certain nombre de mois plus ou moins incompressibles, qu'on a quand même réussi à compresser avec l'appui fort des autorités locales, mais qu'on a remercié. Mais c'était aussi un enjeu de ce point de vue-là, d'arriver à tout faire, rentrer absolument le meilleur possible dans les cases du planning, sans prendre le moindre retard. Pour l'instant, ça se passe bien, donc on fait tout pour que ça se poursuive. Monsieur Nuss, pour vous, c'est quoi les prochaines étapes pour Clairefontaine? C'est quoi les prochains changements, les sujets sur lesquels vous êtes en ce moment? Alors, c'est toujours difficile de savoir, de dire exactement ce qu'on fera demain. Ce qu'on peut dire quand même, je crois que c'est important. Nous sommes ici là, de deux industries. Et l'industrie, ça ne se diversifie pas de la même façon que le commerce. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes, avec les agendas Covalis, agendas Hexacontal, nous sommes donc le premier fabricant d'agenda en France et une bonne partie de l'Europe. Bon, c'est pas pour autant
que parce que maintenant, aujourd'hui, les rendez-vous se prennent sur smartphone, qu'on va se mettre à fabriquer des smartphones. Nous n'avons aucune légitimité, aucune connaissance technique, aucune légitimité pour fabriquer ce type de matériel. Donc les diversifications, elles doivent se faire avec une certaine légitimité technique d'une part, commerciale, en utilisant si possible les marques que l'on possède et qui ont la confiance des consommateurs. Donc c'est comme ça que nous sommes passés, sans l'abandonner, par exemple des cahiers et copies qui ont beaucoup évolué d'ailleurs. Ceux d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 20 ans ou 30 ans. Ils sont maintenant devenus des véritables petits classeurs. Mais nous sommes passés des cahiers aux loisirs créatifs, au papier beaux-arts. Nous avons acquis d'ailleurs une entreprise aux Pays-Bas pour faire du papier type aquarelle et autres. En concurrence un tout petit peu avec une autre de cette vallée, mais il faut bien avoir les concurrents, c'est normal. Et au fur et à mesure, si vous voulez, on se développe pas à pas. Peut-être que la diversification vers la photo a été quelque chose de plus original. Encore qu'il s'agit là d'un atelier de développement de photos et de fabrication, donc on reste quand même toujours dans notre métier d'être industriel. Nous ne sommes pas des distributeurs, nous sommes des industriels. Donc ce qui sera demain, eh bien, on pense à un certain nombre de sujets, on teste, on regarde si on ne peut pas racheter telle ou telle entreprise, parce que, vous le disiez, c'est toujours très difficile de partir ex nihilo dans une activité. Je sais que pour ceux qui veulent créer des entreprises, eh bien, quand on veut être nouveau sur un marché, c'est pas toujours évident. Pour les groupes, c'est parfois plus facile d'aller racheter une entreprise existante et puis à partir de cette entreprise de développer. C'est plutôt ça la démarche. Elle ne s'arrête pas, il y a un certain nombre de projets, bien entendu, là je ne peux pas les indiquer, mais c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas parce que, encore une fois, cette diminution de la consommation dont on parlait tout à l'heure des papiers d'impression-écriture, elle continuera. Il y a même eu une chute avec 2020 et le Covid, mais 2021, c'est une chute, mais qui n'a pas été rattrapée par 2021. Donc il y a eu une marche même plutôt vers le bas. 2022 se porte, mais toujours en décroissance. Et je parle de la consommation réelle. Et il faudra toujours trouver des nouveaux produits en papier, parce que c'est notre métier de base, et qu'on continuera à le faire, mais également avec des produits pour lesquels, comme je vous le disais, on a une légitimité à fabriquer et à distribuer. En plus de 150 ans d'histoire, selon vous, dans l'histoire de Clairefontaine, est-ce que vous avez quelques tournants décisifs à nous raconter de l'entreprise? On a parlé de votre papa, mais il y a peut-être d'autres tournants qui vous semblent au moins aussi importants que celui-ci. Pour moi, les premiers tournants qui ont été faits autrefois, si vous voulez, ça a été, oui, comme on le disait, c'est déjà pour un fabricant de papier de se mettre à fabriquer des cahiers et des enveloppes à partir de la fin du 19e siècle. Il faut voir aussi que les tournants ont été pris, parfois été subis, tout simplement parce que nous sommes quand même dans une région où les guerres ont sévi. Quand sur le site de Clairefontaine, vous avez un arrêt de production parce que le front est à 3 km, pour ceux qui connaissent, entre Noyenmoutier et Senones, vous ne pouvez pas produire pendant 5 ans, et après il faut redémarrer, c'est jamais facile de redémarrer une entreprise qui a été arrêtée pendant 5 ans. Arrive ensuite la Deuxième Guerre avec pénurie de matières premières, et puis tout a brûlé en novembre 1944, et là il faut redémarrer. Donc malheureusement, il n'y a pas eu de grande diversification, si ce n'est un développement, donc comme je le disais, on est passé de la pâte de chiffon à la pâte de bois, et on utilisait beaucoup des rondins, dont des rondins de papeterie dont vous parliez, des rondins de papeterie, et un peu de délignure de scierie à la fin, mais alors puis depuis, nous sommes passés à la pâte chimique. Donc la pâte chimique, nous l'achetons. Donc c'est vrai que peut-être ça serait mieux de faire travailler directement avec le bois des Vosges, mais on le travaille indirectement. Et nous achetons de la pâte chimique dans le monde entier. Et donc là, nous sommes des transformateurs. Mais c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des papiers très blancs et des papiers haut de gamme qui nous sont demandés. Donc c'est un choix qui a été fait dans les années 70. Pour vous, l'utilisation de papier recyclé, c'est possible ou pas du tout? Alors, il y en a un petit peu. Alors très simplement, nous avons acheté une filiale fin des années 90 qui s'appelle Everbal, qui est près de Reims. Jusqu'à il y a encore 3 ans, on fabriquait 20-25 000 tonnes de papier recyclé
Or là, c'est du papier qui n'utilise pas de procédé de désancrage, pour ceux qui savent, c'est-à-dire qu'on utilise le papier simplement, on fait de l'épuration, donc avec 106 kg de vieux papier, on fait 100 kg de papier, donc il y a vraiment un très bon ratio. Mais la demande est très très forte, et nous avons augmenté sa capacité, et maintenant nous fabriquons 40 000 tonnes, et à Étival même, nous avons fabriqué l'année dernière 25 000 tonnes sur les 160 000 tonnes, 165 000 tonnes que nous avons fabriquées. Nous avons fabriqué 25 000 tonnes de papier recyclé. Mais alors là, en achetant de la pâte recyclée, c'est de la pâte qui est principalement faite par une société qui est près de Château-Thierry. Donc on va vers le recyclé, on l'augmentera d'année en année, c'est sûr. Peut-être pas à la cadence que vous avez faite à Golbet, mais c'est sûr qu'on utilisera de plus en plus de papier recyclé. Il ne faut pas dire le papier recyclé c'est bien et le papier fibre neuve c'est mal. Quand on fait du papier avec des lignures de scierie et des petits bois, des petits rondins qui ont servi à éclaircir les forêts, il faut bien les utiliser. Alors, on peut les utiliser pour faire des panneaux, on peut les utiliser pour faire de la pâte à papier, on peut les utiliser aussi, et chacun s'en réjouit, pour le chauffage. Hein. Donc il y a beaucoup d'utilisation, mais d'en faire de la pâte à papier, c'est bien. De le recycler, c'est également bien. Je crois que c'est un cycle, c'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Oui, il faut effectivement les deux matières premières, puisque je le disais tout à l'heure, on a une forte poussée en faveur du recyclage, et c'est très bien, donc le recyclage du papier évidemment, mais dans un modèle théorique où toutes les papiers seront 100% recyclés, évidemment ça ne fonctionnerait pas, puisqu'il faut des fibres vierges. Hein. Une fibre, on estime qu'entre 5 et 7 fois elle peut être recyclée. Au-delà, il faut bien encore de fibres vierges d'un bout ou d'un autre, des acteurs qui sont encore en fibre vierge tout partie. Hein. Les acteurs scandinaves sont encore beaucoup dans le domaine du bois, et c'est très bien comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que les papetiers détruisent, dégradent les forêts, au contraire. Non, il y a une limite technique en fait aussi dans le recyclage, où Tout à la fait, fibre tout à fait, est plus recyclable. Donc il faut des apports de fibres vierges. C'est une question plus personnelle pour chacun d'entre vous, mais qu'est-ce que vous avez, c'est plutôt sur le volet entrepreneurial, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, Monsieur Nuss, dans vos 40 années finalement de direction? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure, mais plutôt d'un point de vue Je dois dire que quand l'instant, quand on construit une nouvelle machine à papier, ce qui est quand même quelque chose d'énorme relatif, et qu'on voit sortir la première feuille, on a quand même les larmes aux yeux. Non, le métier de producteur de papier, personnellement le métier de producteur de papier, avec, comme je le disais tout à l'heure, toutes les technologies, la diversité de technologies qui est utilisée pour ce type de production, je trouve ça merveilleux. Madame Bortolotti. Je ne vais pas forcément citer un exemple concret, mais ce que je dirais par rapport à cette entreprise de Nososcope Golbet, c'est ce qui m'épate au quotidien depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est sa capacité d'adaptation, de résilience. M. Nuss l'évoquait tout à l'heure, la première responsabilité d'une entreprise, et avec ma casquette RSE, je peux le dire, peut-être s'enfoncer une porte ouverte, mais la première responsabilité de l'entreprise, c'est d'assurer sa pérennité. La pérennité de son site industriel en l'occurrence. Et c'est pas forcément tous les jours facile quand on se rend compte qu'on a un marché qui décroît et qu'à un moment donné, on va arriver, si on ne fait rien, dans le mur, si vous me passez l'expression. Donc la première responsabilité, on peut être très très bien dans le domaine environnemental, si l'activité commerciale et donc économique n'est pas là, on perd un emploi direct et indirect. Donc d'où des réflexions en termes de résilience au cours du temps que l'entreprise à Golbet a mené depuis de nombreuses années maintenant. Hein. On n'a pas découvert d'hier que le marché du papier journal n'était pas forcément très pérenne et très dynamique dans le temps. Dès les années 2010, on avait commencé à réfléchir. Alors, la conversion aujourd'hui, elle se fait, on part de nos équipements, on les convertit vers un autre produit. Ça, on avait déjà réfléchi depuis un certain nombre d'années. Et donc aujourd'hui, demain, ça va se réaliser. Mais il y avait aussi plutôt d'autres réflexions qui étaient dans le sens comment est-ce qu'on peut aussi assurer une diversification dans le sens complément de revenus par rapport à des activités qui sont connexes aux nôtres. C'est-à-dire qu'on reste dans le domaine du papier, dans un premier temps on reste dans le domaine du journal, mais on vient compléter nos revenus avec d'autres activités, encore une fois, qui ont du sens. On ne va pas se lancer dans l'aéronautique, dans le smartphone, que sais-je. Par contre, on a des matières premières, on a des fibres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des fibres que du papier journal en l'occurrence? Donc, j'évoquais tout à l'heure le cas de Pavatex, qui est notre voisin, qui fabrique des panneaux isolants à base de bois. Initialement, ce projet-là, c'est nos équipes internes qui l'avaient instruit en disant on va essayer de faire, qu'est-ce qu'on peut faire, des pelés, vous savez, pour brûler. Bon,
c'est peut-être pas forcément très intéressant. Et on avait trouvé cette idée des panneaux isolants. Donc on avait instruit nous-mêmes le projet, et la première idée, la première intention, c'était de mener nous-mêmes ce projet, d'investir et de mener l'activité. Bon, après, on avait été rattrapé par la réalité, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait notre domaine d'activité, qu'effectivement, on est sur un marché totalement inconnu, pas vraiment papetier, ça pouvait être un peu compliqué. Donc on a été démarcher des acteurs de ce marché-là, en l'occurrence Pavatec et un de ses concurrents. C'est Pavatex qui est venu à nos côtés, qui a accepté de venir à nos côtés, qui est aujourd'hui notre partenaire à qui on fournit alors, la matière première, mais aussi la vapeur, l'électricité, on prend leurs effluents, etc. Il y a tout un écosystème qu'on a développé avec Pavatex et qu'on va poursuivre. Et plus largement, peut-être dans une moindre mesure, mais avec d'autres qui vont s'installer à nos côtés. Donc voilà, pour nous, c'est des sources de revenus complémentaires qui sont encore une fois, qui datent début des années 2010, qui ensuite ont été poursuivis dans les années suivantes vers qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. On peut aller vers la chimie verte, la chimie du végétal, comment est-ce qu'on peut extraire des molécules issues de nos coproduits du bois, par exemple, alors peut-être pas trop les écorces, mais les nœuds du bois. On avait découvert qu'il y avait des molécules intéressantes qui pouvaient aller dans le domaine de la cosmétique ou la nutraceutique. Donc on était prêt à aller sur le marché. Bon, après, malheureusement, en 2020, le groupe a pris cette décision de conversion industrielle de nos équipements, qui vu l'ampleur, on l'a décrite, a pris le pas sur ces projets de diversification dans le domaine de la chimie verte. Mais bon, moi, j'ai fait partie, à titre personnel, de cette aventure dans ces projets-là. Donc c'est vraiment le papier, mais tout ce qui va autour, et comment est-ce qu'on peut mener des réflexions pour être encore là demain, pour être résilient, en fait, pour s'adapter, convertir le site, être efficace sur le site et convertir ou apporter des activités complémentaires en cohérence avec notre activité principale. Donc ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'était un peu long, pardon, mais... Non, on a volontairement pris un format long. Je sais que tout le monde a l'habitude d'aller très vite, on est tous pressés. Là, on prend 1 heure, c'est un long format, c'est volontaire, comme ça on a le temps de bien tout comprendre. Donc le papier n'est pas mort, c'est une bonne nouvelle. Non, je confirme. Moi, ancienne journaliste, je sais quand même que bon, donc on l'a dit, hein, le papier journal, c'est fini. Bon, on reconnaît quand même que pour allumer la cheminée, ça va être moins pratique avec une tablette. C'est ça. C'est embêtant. Et moins écologique aussi, sans doute. Ça commence à coûter cher le feu de cheminée. Très bien. Est-ce qu'on a des questions éventuellement dans la salle? Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui avaient envie de participer. J'ai senti des élans pendant la conférence. Donc on va en profiter pour ouvrir le débat, les questions. Le premier, c'est toujours compliqué. Monsieur, encouragez. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis de l'autre côté de la chaîne, je suis imprimeur. Et ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'aller un peu vite en se disant que le papier s'est terminé? Bon, peut-être pour le journal, c'est encore quelque chose à part, mais pour les papiers graphiques, c'est par exemple, actuellement, on est en train de se battre pour pouvoir acheter du papier, même plus en train de parler de prix, de pouvoir comparer des prix, on se bat juste pour avoir de la disponibilité. Avec toute la baisse de production qu'il y a eu en Europe quand même sur les 10 dernières années, est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'aller dans une étape d'aller trop vite par rapport à une étape actuelle où concrètement on a encore besoin de papier? D'ailleurs, on nous a encore distribué un flyer il n'y a pas 1 heure. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop vite justement par rapport à ça et d'anticiper quelque chose qui n'est pas encore totalement arrivé? Alors, ce serait peut-être plus pour vous que pour le papier journal. Si vous voulez... Vous avez probablement raison. Merci. Non, probablement raison, parce que c'est vrai que dans le... Il y a aujourd'hui, vous avez raison, il y a aujourd'hui, provisoirement, une pénurie de papier, d'impression-écriture sur l'Europe occidentale. Plusieurs raisons à ça. La première, effectivement, c'est que les grands groupes, et c'est normal, analysent, si vous voulez, les évolutions. Quand vous avez une baisse, comme celle dont je parlais tout à l'heure, mais bon, je ne parle pas du papier journal, mais le problème sera parallèle, de 3% par an, au bout d'un moment, un groupe qui a 10 machines à papier, ben, il va le dire, je dois en arrêter une, je dois arrêter l'autre. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que, alors évidemment, c'est comme des marches d'escalier, quand on fait trop en même temps, et puis que 2 groupes prennent les décisions en même temps, hein, ce qui a été le cas quand même, eh bien, ça crée vraiment un trou. Le deuxième, effectivement, c'est qu'il y a eu une accélération avec le trou qui a été fait au niveau consommation par le Covid. Arrive là-dessus un certain nombre de phénomènes dont, on peut le dire puisqu'elle est terminée depuis avant-hier, une grève très très importante chez UPM Kymmene, donc le plus gros fabricant de papier finlandais, hein, et une grève qui a duré quand même 4 mois, hein, qui est tombée, quand vous avez brusquement comme ça, plusieurs centaines de milliers de tonnes du marché, ça fait quand même un trou. Et puis,
vous le savez, puisque ça dépasse évidemment le problème du papier, après le Covid, et puis s'y ajoutent les événements politiques ou militaires actuels, après le Covid, la reprise d'activité qui s'est faite d'une certaine désorganisation logistique et autres, a fait que toutes les matières premières, les prix ont augmenté. Et ça, on le voit aussi bien du côté des pâtes à papier que du côté du plastique, donc pour prendre ces deux exemples. Bon. Et quand vous avez des augmentations de prix, eh bien chacun se porte à l'achat. Hein, c'est comme quand on vous dit si le prix du papier toilette va doubler demain, eh bien tout le monde va aller acheter du papier toilette hein, dans les pays. Du coup, il y aura pénurie et ça augmentera encore le prix. Et donc, on a eu cette fuite en avant, il faut bien le dire. Mais le producteur de papier, nous, par exemple, si vous prenez notre cas, je faisais le calcul pour notre groupe pour le premier trimestre, nous avons produit 10% de plus que l'année dernière. On a produit sur le premier trimestre, donc on produit tout ce qu'on peut. Par contre, quand vous produisez 168 heures par semaine, vous ne produisez pas 180 heures par semaine. Là, vous êtes quand même coincé. Il faut bien le dire. Mais sinon, c'est ça. Il y a eu des capacités qui ont été soit retirées des papiers d'impression écriture, soit reconverties. Mais ça revient au même. Enfin, retirées parce que la machine aurait été complètement arrêtée, soit reconverties. C'est vrai qu'il y en a eu un certain nombre, aussi bien d'ailleurs en Scandinavie qu'en Allemagne et même en France également. En France avec Docel, il y a même pas 10 ans. Également, AA, etc. Oui, c'est vrai. Et pour l'instant, d'ailleurs, comme nous sommes aussi acheteurs de papier, c'est un très très gros problème quand il faut assurer à la clientèle les fournitures et qu'on n'a pas les matières premières pour le faire. Donc c'est pour ça que je dis, vous avez raison. Oui, c'est vrai aussi dans ce domaine du journal, hein, on a certains de nos clients qui sont actuellement inquiets, pour pas dire très inquiets, de leur capacité à savoir trouver des volumes, indépendamment du prix. Hein, on est affecté par les problèmes énergétiques en ce moment, et effectivement matières premières, mais à l'instant T, il peut y avoir effectivement des problématiques d'approvisionnement par des jeux de défait d'équilibre entre l'offre et la demande, sachant que aussi, comme vous dites, pas forcément, parce qu'on ne réagit pas trop tôt. On l'a vu, nous on a besoin d'anticiper. C'est 4 ans nécessaires pour arriver à se convertir, et si on attend trop, ça sera trop tard. Et quand c'est trop tard, pour le coup, on ne sait plus réagir, parce qu'il faut anticiper tout ce processus de conversion, les démarches, on n'a pas parlé aussi, mais toutes les démarches qu'il faut faire pour le financement du projet. C'est quand même aussi des grosses démarches. Donc, on doit anticiper, et dans la démarche de responsabilité qui est la nôtre d'assurer la pérennité du site, il faut qu'on prenne des décisions qu'on avait déjà bien mûries et qu'on n'a pas tardé, mais en tous les cas, on ne pouvait plus attendre davantage pour nous, en ce qui nous concerne, de prendre la décision. Vous parliez du financement du projet, peut-être que du coup on peut en dire un mot, effectivement, 250 millions d'euros. Comment on fait ? Comment on fait ? On prend son bâton de pèlerin et puis on va consulter les banques. Alors juste, on ne l'a pas précisé, donc les 250 millions d'euros d'investissement portés aux 3/4 par des emprunts bancaires. Alors par le site de Golbet, hein, évidemment avec le soutien du groupe, mais par le site de Golbet. Donc on travaille de nouveau avec 6 banques, donc 5 françaises, portées par le site de Golbet. Et la part restante ? La part restante apportée par nos actionnaires. Donc pas de subvention sur ce projet, par exemple ? On a été lauréat, on attend complètement en confirmation, on a été lauréat l'année dernière d'un appel à projet instruit par l'ADEME sur la thématique de décarbonation de l'industrie, puisque grâce à ce projet de conversion, on augmente de plus de 50% la quantité des produits finis qui vont sortir du site, mais on va réussir à réduire d'un tiers notre consommation d'électricité et d'à peu près la moitié, enfin la consommation de gaz va également baisser du fait du mixte de nos combustibles qui va aller plus vers des bois de fin de vie, en gros de la biomasse plutôt que du gaz naturel. Et on va aussi investir dans une unité de méthanisation de nos effluents, donc la production de gaz naturel et de la cogénération avec la nouvelle turbine à vapeur. Donc voilà, on va produire l'électricité, on va réduire notre consommation d'électricité et on va produire du biogaz. Donc on a un effet aussi, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné dans le débat, un effet positif d'un point de vue environnemental sur les impacts notamment énergétiques. Et sur l'eau, on s'est engagé dans l'augmentation de volume à ne pas avoir d'impact. Donc à conserver, investir 10 millions d'euros dans la station d'épuration pour ne pas avoir d'impact sur l'eau. À la fois les prélèvements en quantité et en qualité. Et les rejets aussi, bien sûr. Voilà, petite parenthèse environnementale. Oui, quand même, détail. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous êtes plus nombreux que moi, vous devez trouver des questions.
Oui, vous êtes entraîné. On parlait justement des énergies, donc par rapport aussi aux énergies qui augmentent, d'un point de vue tarification. Est-ce que dans ce projet-là, justement, vous avez remodifié, vous êtes adapté à cette montée en tarification des énergies, ou c'était déjà prévu pour ce changement de mettre en place cette méthanisation, toutes ces technologies-là? Non, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu. Donc là, on doit faire face évidemment, comme tout le monde, à l'augmentation des prix énergétiques à l'heure actuelle. Mais ça faisait partie du volet, depuis toujours, du volet du dossier, d'avoir cette ligne de méthanisation et aussi associer la nouvelle, parce qu'on a besoin de vapeur complémentaire, donc associer à une nouvelle chaudière, une nouvelle, parce qu'on a déjà une sur le site, une nouvelle turbine à vapeur qui nous permet d'avoir à peu près 200 000 MWh produits d'électricité par an. Donc ça représentera à terme à peu près un tiers de notre consommation électrique, l'autoproduction sur le site. Donc, mais c'était déjà prévu pour répondre à votre question. Merci. Monsieur Nus, vous de votre côté, comment vous avez fait avec Oui, la fontaine sur l'énergie? On est contraint d'abord par le coût de l'énergie. Alors, évidemment, en particulier en 2022, mais c'est quand même vrai sur de nombreuses années. On est contraint aussi, il faut le savoir, que nous devons acheter maintenant de plus en plus ce qu'on appelle les quotas de CO2. Donc finalement, il y a quand même bien une taxe énergétique qui s'est mise en place. Alors nous-mêmes, nous avons déposé il y a un peu plus d'un an, donc ça fait 2 ans qu'on l'étudie, un dossier donc, de chaudière biomasse qui produira donc la moitié de nos besoins. En électricité, nous sommes à peu près, on arrive à être presque autonome. Enfin, pas tout à fait, mais il faut arrêter certaines parties de l'usine, mais on arrive à être presque autonome. Par contre, on utilise beaucoup de gaz, et là, la moitié de nos besoins en gaz vont passer sur une chaudière biomasse. Nous venons de recevoir l'agrément de l'ADEME pour ce projet, et c'est extrêmement important. Et donc, il devrait voir le jour, là, maintenant, d'ici 1 an et demi. Donc oui, il y a cette démarche, mais c'est exactement ça. C'est que le temps des investissements, le temps des études, le temps des investissements, et le moment où ça arrive, ça ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. C'est pas l'achat d'une voiture. Encore que. Grosse voiture. Vous dites que vous êtes quasiment autonome en énergie électrique? Non, pas autonome, c'est-à-dire qu'on arrive, en arrêtant certaines parties de l'usine, quand par exemple il y a une panne, des coupures électriques, annoncé, nous arrivons à faire tourner les machines à papier et nous n'arrêtons pas complètement notre production. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une partie de notre électricité, elle est produite par 2 turbines à vapeur et dans certains cas, parce qu'on la fait pas tourner tout le temps, par une turbine à gaz. C'est une partie, et donc ça nous permet. Mais ce qui compte globalement, c'est évidemment ce que l'on achète en particulier comme gaz, et ça c'est vrai qu'il faut diminuer notre impact. Pour diminuer notre impact, et bien, une des solutions, c'est de passer aux chaudières, dans le cas chaudière biomasse, puisque nous n'avons pas de produits. Par exemple, un fabricant de pâte à papier, qui fait de la pâte à papier blanchie, on peut dire il faut 2 tonnes de bois pour faire 1 tonne de pâte. Donc la deuxième tonne, elle peut servir à beaucoup de choses, mais enfin, elle sert surtout à être brûlée, sous forme de liqueur noire, à être brûlée et à fournir donc l'énergie. Donc les sites intégrés qui font de la pâte blanchie et du papier sont à peu près autonomes en énergie. Ce n'est pas le cas de nous, puisque nous achetons la pâte, et donc il faut bien, pour devenir moins dépendant du gaz et des énergies fossiles d'une façon générale, il faut bien qu'on se tourne vers la biomasse. J'ai une question sur cet énorme investissement quand même. 350 employés, 250 millions, ça fait presque 1 million d'investissement par employé. Je me demande combien de temps il faut pour rentabiliser ça. Et en termes d'amortissement, cette ligne de production, c'est quoi sa durée de vie? Il n'y a pas de durée de vie prédéfinie, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que l'on ait besoin d'un nouveau de se reconvertir. Mais effectivement, ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Il y a des études de marché très approfondies qui sont menées. Après, l'efficacité et la pertinence de ces études de rentabilité, elles sont validées par qui? Par les financeurs. Si on est suivi par les financeurs, c'est que les études et les perspectives, en tous les cas, l'équilibre du business model et du business plan sont de nature à rassurer les financeurs. Donc ce sont eux, quelque part, les experts, les juges de paix qui valident les hypothèses qu'on a prises en termes de perspectives.
À titre de comparaison, cette machine qui était la première installée du coup sur le site, elle avait été installée en 1992, c'est ça? Oui, on a Et donc, la première machine qu'on convertit, effectivement, elle a 30 ans aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans les 5 ou 10 ans. Tout va plus vite aujourd'hui. C'est vrai que quand la première machine a démarré il y a 30 ans de ça, on ne savait pas du tout les évolutions qu'il allait y avoir sur le domaine du journal. Même après, de nombreuses années après, le groupe avait continué de s'élargir, d'investir, de racheter d'autres unités assez largement dans le monde, dans le domaine du journal, justement, jusqu'à s'apercevoir que il fallait un peu rétro-pédaler et puis passer sur un autre domaine d'activité, ce qui a d'ailleurs causé à une époque donnée au niveau du groupe un problème d'endettement assez prenant. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur, parce qu'à l'époque, encore une fois, la boule de cristal n'existait pas, mais il a fallu se restructurer assez fortement au niveau du groupe, après une extension dans le domaine du journal et du magazine, pour réduire la voilure et aujourd'hui convertir. Donc après, pour quelle durée de vie, on n'a pas de réponse précise à ça aujourd'hui, mais en tous les cas, les perspectives qu'on a prises ont été validées par les financeurs. C'est ce qui me convient, c'est la réponse la plus adaptée que je peux apporter aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait des projections pour savoir à quel moment vous allez faire le point de bascule entre tout l'investissement qui a été mis et vous avez commencé à faire vraiment du bénéfice dessus, au-delà des emprunts, enfin le remboursement de tous les emprunts, etc. Est-ce que vous avez fait des projections de se dire c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans sur les investissements? C'est pas à hauteur de 30 ans. J'ai pas forcément, c'est pas ma spécialité, je vais pas trahir de secret non plus, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais oui, on l'a fait. Enfin, tous les modèles économiques et financiers ont été faits, et encore une fois validés par les financiers. Mais je ne peux pas vous donner une date précise. C'est amorti dans 6 mois. Voilà. Ils font un chiffre d'affaires de 200 quelque millions part par entre 6 mois et 30 ans, on va dire, mais non, sérieusement, je ne peux pas répondre précisément à votre question pour différentes raisons, parce que je ne sais pas, et même si je le savais, je ne pense pas que je pourrais vous donner ici la réponse. On voudrait le tableau d'amortissement, s'il vous plaît. Voilà, mais encore une fois, tout ça a été validé par les personnes qui vont. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est parti sur des sujets bien techniques, j'aime bien, c'est intéressant. Oui. Une question plutôt RSE. Vous qui faites des produits recyclés, est-ce que pour aller justement au bout de la démarche, est-ce que vous avez construit des réseaux pour récupérer justement des papiers recyclés? Comment vous y êtes pris? Est-ce que le secteur-là est dynamique? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors sur le recyclage, on a déjà tout le réseau de récupération des produits existants, c'est-à-dire des journaux, magazines. Effectivement, il y a une sorte de boucle circulaire entre les produits qu'on met sur le marché, qui vont chez les imprimeurs, qui ensuite sont récupérés. Alors, ça dépend du réseau, mais le premier réseau de collecte pour les journaux, c'est les points d'apport et de tri ensuite des particuliers, comme vous et moi. Après, on a aussi quelques circuits plus directs des invendus de presse, on va dire, ou des chutes d'imprimerie qui peuvent retourner chez nous aussi. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais en termes de volume, de loin, le plus important, c'est tout ce qui est issu de la collecte, ce qu'on appelle la collecte sélective auprès des ménages, des apports volontaires de papier dans les centres, dans les points de collecte ou dans les centres de collecte au niveau des municipalités. Est-ce qu'on doit se poser la question, effectivement, à un moment de l'approvisionnement des papiers recyclés? Est-ce que si à un moment vous convertissez tous vers du papier recyclé, ça ne vous paraît pas être comme question? Est-ce qu'on en a assez? C'est pas une question bête, c'est un marché qui est très concurrentiel. D'ailleurs, la volatilité des prix est là pour le montrer. En fonction des besoins de ce qui peut se passer, c'est un marché qui est européen, voire mondial. Donc en fonction des apports ou des besoins qui ont été à une époque donnée par la Chine, attirés par la Chine, qui importait beaucoup de matières premières, donc des papiers recyclés, sur le marché français ou européen, il y en a beaucoup moins. Donc ça a un impact. On a des variations de prix sur ces matières premières qui sont juste hallucinantes, dans des proportions très très importantes. Donc c'est pas une question très basique, et en tous les cas il faut se la poser. Et voilà, modéliser, on l'a pris en compte pour les cartons. La problématique ou la situation dans le domaine des cartons est un peu différente. On se trouve actuellement en France par rapport à la collecte et l'utilisation des cartons dans un schéma où on est plutôt excédentaire, c'est-à-dire qu'on a plus de collecte de cartons que ce qu'il est utilisé, recyclé aujourd'hui en France. Donc par ce projet-là, on va aussi du coup contribuer à garder en France, on va dire de manière plus locale, des volumes qui sont déjà collectés aujourd'hui sur le sol français et qui ne trouvent pas preneur, donc qui doivent partir à l'étranger. Donc on limite aussi on va dire, l'empreinte carbone liée à ces matières premières-là qui peuvent être recyclées en France, et c'est pas plus mal.
Rappelez-nous de combien à combien vous passez en termes de tonnes pour vos matières premières là. Alors sur les matières premières, on va recycler. Alors sur le papier journal, ça reste tel que, à peu près 450 000 tonnes de journaux magazines. Et sur le carton, on sera à peu près à 600 000 tonnes recyclées. Donc on va recycler entre les journaux, magazines et les cartons à peu près 1 million de tonnes par an, les volumes de matières premières. Donc effectivement, l'approvisionnement se pense, se travaille. Il y a un recrutement pour la partie approvisionnement, un ou des recrutements pour la matière première pour aller sourcer les cartons auprès des collectivités qui est aussi en cours. On a évoqué tout à l'heure l'aval, c'est-à-dire la vente de produits finis, mais il faut aussi s'occuper de l'amont, c'est-à-dire l'approvisionnement des matières premières. Donc tout ça aussi fait l'objet d'une équipe, d'un recrutement et de démarches qui sont dès à présent en cours. Un chiffre qui m'a marqué aussi pour Clairefontaine, donc vous avez une machine, mais ça m'a vraiment frappé, qui est capable de produire 60 km de papier par heure. Ah oui, mais... On est d'accord? Oui. Donc vous faites Saint-Dié-Épinal plus 10 km ça par va heure. plus vite à gauche. Oui, quand vous êtes à 1000 mètres minutes, ça fait 60 km. Ça fait 60 km, ça c'est... Parcours la France, Oui, plusieurs fois par an. oui. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public? Moi, j'avais une question à propos du recyclage. Je voulais savoir le bilan énergétique du recyclage, s'il était plus favorable de prendre de la matière première de l'emmener ou de prendre du matériau recyclé, de le recycler chez vous, pour le retransformer en papier. Le bilan énergétique, comment il est au niveau... Alors entre quoi et quoi, pardon? Entre le fait de prendre donc, des copeaux de bois, ah oui, d'accord, par rapport au bois. Voilà, ou de prendre du papier recyclé, que vous le transformez en usine, et je suppose que le process industriel va être gourmand en énergie, et je me demandais la balance énergétique au prix où on paye l'énergie et qui va croissant. Quel en est-il de cette perspective-là? Alors effectivement, pour la production de pâtes à partir de bois, alors nous on est en procédé mécanique, il y a deux procédés possibles, soit à partir de chimie, où on va attaquer le bois pour séparer les fibres. Ce n'est pas notre cas, chez nous on est en procédé mécanique, donc on sépare avec de l'énergie les fibres, et là effectivement c'est un procédé, c'est aujourd'hui le procédé le plus énergivore en termes de consommation d'électricité sur le site. L'arrêt de cet atelier nous permet de réaliser une grande partie des économies de consommation d'électricité que j'évoquais tout à l'heure. Donc effectivement, de ce point de vue consommation d'électricité, il n'y a pas photo, surtout pour un procédé mécanique à partir de bois, c'est beaucoup plus consommateur la fabrication à partir de bois que le recyclage qui est assez peu consommateur. Évidemment, il y a des équipements qui tournent, etc., mais ce n'est pas énergivore en tant que tel. D'accord. Beaucoup moins. Merci. Vous disiez, dans les années à venir, vous allez consommer moins de bois, c'est ça? Oui, pour la pâte à papier, plus de bois. Ce qu'on va continuer à consommer, c'est ce qu'on appelle du bois énergie, donc du bois de fin de vie, ce qu'on appelle du bois de classe B, du bois de démolition, etc., qu'on trouve aussi dans les déchetteries, qui nous sert à approvisionner le site en tant que combustible. Voilà. Et sinon, donc, le bois, pour le procédé de pâte à papier, on va arrêter à l'horizon de l'année prochaine. D'accord. Et que va devenir justement ces jeunes forêts? Ça va devenir quoi après, par la suite? Les volumes correspondant à les coproduits de scierie seront toujours là, et les rondins d'éclaircie seront toujours là aussi, simplement ils vont suivre d'autres filières, ils vont être pris par d'autres acteurs que nous. Alors je l'évoquais tout à l'heure, Pavatex qui va agrandir son activité va avoir besoin davantage de matière, donc on va les approvisionner avec une partie des volumes qui vont être transposés chez eux, et aussi d'autres activités qui vont s'implanter dans le domaine du bois qui vont venir. Donc en fait les volumes correspondants vont trouver preneur localement, on va dire régionalement, chez d'autres acteurs que nous. Mais les produits seront toujours là. J'ai encore une autre question. Pour cette filière bois là, que vous allez finalement délaisser, que vous cherchez d'autres débouchés, au niveau de la biomasse, est-ce que vous avez déjà pensé à la production d'hydrogène, par exemple, à partir de bois? Non, c'est pas une option, c'est pas un projet qu'on avait suivi. On est allé un petit peu dans la chimie du bois, les coproduits, nos propres coproduits à valoriser. Voilà, historiquement, on avait réfléchi à un panneau isolant à base de bois, mais plus récemment, sur l'hydrogène, on n'a pas du tout étudié ce sujet-là. Une fois qu'on a démarré le projet Vox, on a estimé que c'était déjà bien suffisant pour nous occuper sur les années qui viennent. Donc ça ne préjuge pas de ce qu'on va faire dans le futur, mais aujourd'hui, non, c'est pas sur la table. D'accord. Oui, donc toujours dans la partie énergie et diversification, vous êtes donc producteur sur vos sites.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en interne ou qui est donné à un partenaire? La partie production d'énergie. Tout à fait. Alors, pour la nouvelle chaudière, on est en partenariat avec Veolia et un partenaire investisseur financier. Donc, on est avec eux, mais ça ne sera pas nous tout seul. Sinon, sur la partie cogénération, turbine, alors on a une première turbine qui tourne à vapeur, qui tourne sur le site, qui faisait l'objet, enfin qui était inscrite dans un appel à projet qui date de qui a démarré en 2006, fin 2006, qui s'était inscrit dans le cadre d'un appel à projet qu'on appelle CREU, Commission de régulation de l'énergie numéro 1, le premier à l'époque, et qui était opéré par Cofid, par Cogénie. Ce contrat-là, il se trouve qu'il a cessé, il avait eu 15 ans de durée de vie, il a cessé cette année, donc on a repris, aujourd'hui on exploite en propre nous-mêmes cette turbine. Oui, monsieur. Vous aussi? Nous, pour la chaudière biomasse, non, nous serons nous-mêmes l'opérateur, c'est-à-dire que nous ne le faisons pas. Oui, parce qu'on peut pour ces chaudières, même carrément, s'adresser à des grands noms de l'énergie ou de la récupération et qui finalement vont faire tout l'investissement et vont vous vendre à la vapeur. Nous l'avions étudié dans un projet il y a une dizaine d'années et finalement nous ne l'avons pas fait et cette fois-ci nous préférons être nous-mêmes notre propre opérateur. Gaëlle, tu avais une question? Pour M. Nuss, une question un peu plus personnelle. Vous avez différentes générations qui se sont succédées au fil des années à l'entreprise Clairefontaine. Est-ce qu'il y a des difficultés liées au fait de rester dans la même famille? Est-ce qu'on a toujours les enfants qui veulent reprendre ou est-ce que ça pose des fois des problèmes au niveau des différentes générations? Alors, oui, historiquement, je fais partie de la 5e génération, mais il faut bien voir, je l'indiquais tout à l'heure, que mon père, qui avait donc fondé à titre personnel la société Exaconta, a racheté les papeteries Clairefontaine. Donc finalement, au point de vue management, je suis vraiment la 2e génération par rapport à ça. Je crois effectivement que dans les entreprises familiales, quelle que soit leur taille d'ailleurs, il faut au moins toutes les 2-3 générations qu'il y ait une espèce de refondation. Il faut trouver une nouvelle organisation. Sinon, vous aboutissez à un système où vous avez trop de monde et surtout des personnes avec les décalages de génération entre oncles et neveux, etc. Vous pouvez avoir des très grandes difficultés à trouver un consensus au point de vue fonctionnement. Et puis on peut faire aussi appel à des personnes extérieures. Il n'y a pas de, c'est pas un but en soi. C'est dans l'économie, il faut qu'il y ait des entreprises familiales, il faut qu'il y ait des start-up, il faut qu'il y ait des grands groupes, il faut tout. Hein. Ce qui est vrai, et on le sait, c'est qu'en France, il y a eu, principalement à cause de problèmes fiscaux, quand il fallait verser plus de 40-50% de droits de succession pour transmettre les entreprises, eh bien, il y a eu une hécatombe des entreprises qu'on appelle aujourd'hui les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Il y a eu une hécatombe, ce qui fait qu'il n'y en avait plus que 3500 en France, quand il y en avait 12 000 en Allemagne. Et il y en avait 7 ou 8 000 en Italie. Donc, il faut qu'il y ait des TPE, des PME, je veux dire, des start-up, des ETI et des grandes entreprises. Et c'est vrai que les ETI, surtout les ETI industriels, l'industrie, on vient de le dire encore ce soir, eh bien, c'est du long terme. C'est du long terme, entre le moment où vous décidez un investissement, vous rassemblez des capitaux qui sont relativement importants, et le moment où ça produit, il ne faut pas que vous ne pouvez pas le faire en 4 ou 5 ans, c'est pas possible. Donc il faut bien parfois que ça soit sur plusieurs générations. Mais après, oui, c'est à chaque groupe de retrouver le moyen de l'avenir. Il y a la diversification, mais il y a aussi la diversification des actionnaires. C'est pas un occasion de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Moi, je propose qu'on reste sur ces belles paroles et qu'on aille boire un verre. C'est très gentil. Merci pour le... Merci pour cette belle transition, Gaëlle, parce que tu ne le savais pas, mais notre prochaine conférence portera en fait sur la transmission des entreprises. Donc, merci beaucoup. Et ce sera le mardi 31 mai, de mémoire. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, je vous donne la primeur de l'info. Voilà.
César. César. J'allais me lever, partir.